Alors, bonjour Philippe. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Et toi? Ouais, très bien. Tu sais que tu as un nom de DJ des années 80-90? Ouais, je Non, sais, je sais, je sais. un grand DJ. Ouais, ouais, je sais. C'est l'un des pionniers de la French Touch, hein, il me semble. Tout à fait, tout à fait. C'est de mon âge, hein. Moi, je suis loin d'être un génération Z ou X ou millénial, hein. Ok, mais quand même, avant de dévoiler tout ça, je vais te poser ces questions-là. T'inquiète pas. Je voudrais juste D'accord, rappeler à tout le monde, enfin, présenter à tout le monde la façon d'accord. absolument géniale dont je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé dans le petit guide de survie sur Instagram, Mhm. qui est un livre qui est sorti à la dernier trimestre 2019, donc qui est tout récent, que j'avais emprunté à la bibliothèque, et tu es arrivé dans les profils Instagram dont il fallait s'inspirer pour réussir sur Instagram. Et donc, ce que Mhm. j'ai fait, c'est que je t'ai contacté sur Instagram et tu as sympathiquement accepté mon invitation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé à Instagram, justement, toi qui disais que tu n'étais pas de la génération Z? Ah bah écoute, donc je m'appelle Philippe González Garcia, je suis français de famille espagnole, comme tu peux le comprendre. J'ai étudié en France, je raconte rapidement ma vie, mais j'ai étudié jusqu'à 24 ans approximativement en France. J'ai fait une école de commerce à Lille et ensuite je suis venu travailler ici en Espagne où j'ai travaillé dans la grande distrie pour un grand groupe français. Et puis après, je me suis lancé très très vite dans les années 2000 sur le monde Internet. J'ai travaillé chez Orange pendant plusieurs années. Et après travailler chez Orange dans les contenus, je suis parti dans une boîte de production de télévision qui est très connue parce qu'on était les producteurs de Breaking Bad, Walking Dead, Mad Men, etc. Donc à l'époque, ça a quelque chose à voir. C'est-à-dire que c'est vrai que j'avais commencé sur Internet une vingtaine d'années, quand même de la bouteille. Comme on dit, je ne suis pas un petit jeune, j'ai 50 et quelques années déjà. C'est vrai que je fais beaucoup plus jeune. Je pense que ça doit être l'utilisation des réseaux sociaux qui rajeunit. Et en fait, pendant toutes ces années où j'ai été directeur chez Orange des contenus, ensuite dans cette boîte de production américaine de télévision, j'ai été amené à développer des applications très tôt. Je pense que la première app que j'ai fait, ça a dû être en 2008 ou 2009. J'ai dû lancer la première app de cuisine dans le monde avec des vidéos recettes. Donc, j'étais quelqu'un d'assez connu sur le marché parce que j'ai fait très vite beaucoup d'apps sur Android, sur Smart TV dans les années 2009-2010, les premiers pas des apps. Et en 2010, Instagram apparaît dans ma vie. Et je trouve ça très intéressant. Je fais mon compte au niveau personnel, mais je me rends compte aussi que les gens vont rien comprendre parce que Instagram.com n'explique pas ce qu'est Instagram. Il n'y a pas de web, il y a Instagram.com, tu rentres en fin 2010 quand l'application se lance, tu rentres sur Instagram.com et il y a écrit télécharge l'application en anglais et puis c'est tout. Et donc à ce moment-là, moi je me suis dit, il faut que j'aide les gens à comprendre ce qu'est une application, à quoi ça peut servir au niveau personnel, au niveau marketing. Et j'avais eu tout de suite l'intuition qu'Instagram, ça allait être un carton. À l'époque, il y avait Foursquare, il y avait plein de gens qui disaient ouais, Foursquare, il y avait Twitter. Et moi, j'avais jamais vraiment kiffé, comme on dit en français, ni sur Twitter, ni sur Foursquare et tous ces trucs-là. J'étais sur Facebook, bien sûr, etc. Mais quand j'ai vu Instagram, je me suis dit, cette app va changer le monde et la façon de partager nos vies. Donc, j'ai commencé avec un premier compte qui est le mien, Phil Gonzalez, et je me suis dit, je vais créer un compte Instagrammers sur Instagram. Donc, très vite, j'ai commencé à donner des tips, des conseils sur Instagram à travers d'un compte qui s'appelait Instagrammers. Et Instagram, à l'époque, ils étaient 3 ou 4 gamins. Hein, ils n'étaient pas très vieux, ils avaient 23 ans, 24 ans. Ils étaient 3 ou 4 gamins là-bas à San Francisco et ils éliminent mon compte Instagrammers. Ah bon? Alors, je reçois un email pour me dire ouais, tu peux pas utiliser Instagrammers parce que ça confond les gens. Alors, c'était marrant parce que je les ai allumés. Je leur ai dit vous y comprenez rien. La communauté c'est super important. Il y a personne vous avez même pas de mode d'emploi dans votre app, rien du tout. Et je dis moi ce que je fais c'est vous aider en fait à ce que les gens comprennent un petit peu le schéma, etc. Ils me disent oui c'est très bien,
bien, mais tu peux pas t'appeler Instagrammeur, c'est plus c'est tout. À ce moment-là, j'ai failli laisser tomber le projet, mais je me suis dit, bon, écoute, j'ai gagné un concours juste à ce moment-là de la CNN, un des premiers concours d'Instagram de photos, et je me suis dit, si un franco-espagnol peut gagner un concours américain, je peux continuer avec mon projet. Ça veut dire que je peux continuer avec mon projet d'Instagrammers. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mon nom Instagrammers officiel, on va dire, sur les comptes à IGERS, IGERS, qui est un diminutif de Instagrammers, en fait. Oui, tout à fait. Voilà, donc j'ai dit, bon, je vais m'appeler IGERS. Alors, ceux d'Instagram, le community manager, qui s'appelait Josh, me dit, oui, d'accord, appelle-toi IGERS si tu veux. Je dis, bon, d'accord, appelle-moi IGERS. Et puis, à partir de là, j'ai commencé avec mon compte d'IGERS. Et puis, en parallèle, j'ai enregistré la marque Instagrammers en Europe. Parce qu'Instagram n'avait pas remarqué, bizarre, mais n'avait pas enregistré sa marque au niveau mondial. Donc, je me suis dit, je vais enregistrer la marque Instagrammers, ce qui va me permettre de défendre au moins les intérêts de cette petite communauté. J'avais pas beaucoup à l'époque, j'avais pas vraiment d'intérêt économique dans l'affaire. Je gagnais très bien ma vie comme directeur digital. Et je me suis dit, je vais me faire un plaisir, je vais monter ma communauté d'Instagrammers et je vais faire une petite marque qui s'appelle Instagrammers en Europe pour défendre un peu mes projets qu'on pourrait faire. Et alors, à partir de là, j'ai commencé à faire un blog qui s'appelle instagrammers.com. J'ai commencé à écrire des tips, des tutoriels en espagnol et en anglais. Et on a commencé à créer des groupes IGERS. Donc, on a commencé IGERS Madrid, IGERS Barcelone. Après, très vite, on a eu IGERS Paris, IGERS France, IGERS Italie. Et voilà. Et puis alors, donc, j'ai commencé chez moi tous les soirs. C'était mon hobby. Ce que je faisais, c'est que j'aidais des gens à ouvrir leur compte d'IGERS au niveau local. Et l'objectif, en fait, c'était je m'étais rendu compte, en fait, que Twitter était un réseau social qui ne facilitait pas trop le contact visuel, en personnel. Et je me suis rendu compte très vite qu'Instagram, les gens avaient envie de se rencontrer, soit par amitié ou soit par affection, amour ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, les gens ont envie de se rencontrer. Quelqu'un doit prendre le drapeau, doit relever le flambeau et organiser localement des Instameets qui seraient des rendez-vous de personnes qui soient connues par Instagram, qui aient la même passion pour la photographie ou pour quoi que ce soit. Et là, à partir de là, ça a commencé à se développer dans tout le monde. Et voilà, donc après, le réseau social, ma petite communauté a commencé à se développer. On a commencé à avoir plein de partnerships avec des boîtes. Beaucoup des amis qui ont commencé avec moi sur Instagram, qui ont commencé avec des groupes d'Instagrammers en France, en Allemagne, en Italie, sont devenus influenceurs, ont eu très vite leur check à sous, là, tu as le compte certifié. Et donc voilà quoi, donc ça m'a permis de vivre en fait les 9 ans d'Instagram aujourd'hui, près de 10 ans au mois d'octobre, on fêtera 10 ans. Ça m'a permis de vivre 10 ans tout ce qui s'est passé sur Instagram et être très très présent autour de tout. Donc ça a été rigolo parce qu'après au bout de 2 ou 3 ans donc d'avoir éliminé mon compte, ce qui a été rigolo c'est qu'un jour je suis allé à San Diego monter un Instameet, on a fait un Instameet avec Instagrammers San Diego et on a fait un des plus gros Instameet qui s'est fait dans le monde, on a été 700 je crois et ça a été rigolo parce que à cette époque-là Instagram avait vu le développement de notre communauté et j'avais été invité après à visiter le siège social, les headquarters de Instagram à San Francisco, donc ça a bien fini et donc voilà, donc ça fait 9 ans que maintenant je suis un peu conseiller pour certaines boîtes en stratégie sur Instagram pour des célébrités et puis moi au niveau personnel complètement on va dire c'était pas vraiment mon objectif, mais bon parallèlement mon compte s'est développé et je suis devenu sans le vouloir vraiment un influenceur. Donc aujourd'hui oui, complètement. Donc mon objectif, parce que j'avais mon boulot, ça allait très bien, etc. Mais c'est vrai que comme mon boulot c'était directeur digital depuis beaucoup d'années, je filais pas mal de comptes, je suis prof dans des écoles de commerce. Écoute, finalement les gens commencent à m'appeler pour être speaker, pour filer des confs. Après j'ai eu le groupe Lagardère ici en Espagne à travers l'éditorial Anaya qui m'ont demandé d'écrire des bouquins sur Instagram. Et puis voilà quoi, il y a eu un moment où il y a 3 ans, je me suis dit écoute, c'est le moment de vivre ça à fond. Et donc j'ai largué mon boulot et donc aujourd'hui c'est mon principal mode de revenu, mon travail et hobby aussi parce que j'ai du mal à différencier aujourd'hui ce qui est hobby de travail, de passion, et voilà quoi. Donc c'est un peu un résumé très
rapide de tout ce qui s'est passé en 10 ans dans ma vie. Ah, mais c'est énorme, c'est énorme, c'est super riche d'enseignements. On peut dire que tu es le taulier de Instagram, quoi, quelque part. Bah, écoute, c'est bizarre parce que quelque part, moi, je me prends pas le taulier, tu vois, je me suis jamais cru être quelqu'un qui a changé Instagram, mais c'est vrai que quand je vais en Italie et je rencontre 3 super influenceurs aujourd'hui là-bas, et je fais des interviews parfois dans une chaîne hôtelière qui appartient à Marriott, dont je suis l'ambassadeur de la marque, et j'interviewe là 3 comptes certifiés qui ont des très beaux comptes en Italie et qui me disent tous d'une certaine façon, ouais, tu as été quelqu'un d'important dans ma vie, à mon insu. Tu vois, il y en a un d'eux qui me dit, moi, j'ai rencontré ma petite amie grâce à toi parce que je suis allé à un Instamit à Pise. L'autre, elle me dit, moi, grâce à toi, j'ai été connue parce que j'avais été mise en avant à l'époque à travers Instagrammers. Et on me dit, ouais, j'ai ma femme et on a eu cet enfant. Ouais, non, on avait des petits soucis de connexion. Donc, tu disais quoi, qu'il y a des gens qui ont rencontré leur femme grâce à toi, quoi, finalement. Ben voilà, donc je suis virel des Canaries en Espagne qui avait rencontré sa petite amie qui était de Murcie. Ils étaient à 2500 km l'un de l'autre. Ils se sont rencontrés à travers Instagrammers, on va dire que mon association, aujourd'hui, ils ont un enfant, des gens mariés, des gens qui ont trouvé du boulot, du fait qu'ils étaient Instagrammers. La première responsable d'Instagrammers San Francisco me dit « Ah Philippe, c'est génial parce que finalement, j'étais comme community manager chez Instagrammers avec ce compte communautaire et aujourd'hui, j'ai été embauché à San Francisco. » C'est vrai que sans le vouloir, j'ai eu une répercussion, on va dire. J'ai eu une responsabilité dans la vie sentimentale, professionnelle de milliers de personnes sans vraiment le savoir. Bah, c'est génial, surtout que Ouais, c'est un impact très positif, c'est absolument génial. Au niveau karma, je me sens super bien parce que en plus, c'était quelque chose que j'avais fait complètement de façon désintéressée. Je dis, je vais juste aider les gens à comprendre Instagram. Et puis après, c'est sûr qu'après, il y a eu des répercussions embauchées par certaines boîtes comme ambassadeur de marque, etc. Mais c'est vrai que tout ce qui s'est passé autour du mouvement Instagrammeur, c'est Igers qui aujourd'hui, si tu cherches Igers aujourd'hui sur Instagram, il y a plus de 500 millions de photos étiquetées avec Igers Espagne, Igers Spain, Igers France. C'est monstrueux de penser que tu as un hashtag que tu as créé il y a 10 ans et qu'il y a plus de 500 millions de photos avec l'étiquette, quoi, avec le hashtag. Non, mais surtout, ce qui est fabuleux, c'est que l'histoire que tu dis qu'au début, les mecs qui ont créé Instagram n'avaient même pas du tout la même vision que toi. C'est pour ça que je disais que tu étais le taulier, c'est que tu es probablement le premier, peut-être au monde même, à avoir Oui. eu cette intuition de potentiel d'Instagram. D'ailleurs, la question qui me vient, c'est est-ce que tu as ressenti une différence et qu'est-ce que tu penses du fait que Facebook ait acquis Instagram? Ah, écoute, bah ça je me rappelle parfaitement de ce jour-là. J'étais en Thaïlande en vacances et c'était en pleine nuit. Je pense que ça devait être genre du minuit ou 1h du matin en Thaïlande, avec le décalage horaire avec San Francisco. Je reçois un SMS à l'époque d'une copine qui me dit Ouah, Philippe, ils ont vendu Instagram. Voilà, je reçois un autre WhatsApp d'un autre ami qui ne devait pas comprendre très bien ce que je faisais chez Instagram. Il me fait Ouah, Phil, t'es millionnaire, t'as vendu Instagram. Alors, je dis non, non, moi c'est Instagrammers, je m'occupe d'une communauté indépendante et je me souviens très bien de ce soir-là. Et alors, bon, écoute, le gros changement que ça a été, bien sûr, c'est que avant l'achat de Facebook, on va dire, c'était au bout de 2 ans qu'ils ont racheté, 1 an et demi, ils ont tardé à acheter Instagram. Et pendant cette année et demie, Instagram était juste utilisable juste disponible sur iPhone, d'accord? Ok. Donc, on était une communauté, on va dire, assez spécifique. À l'époque, les gens qui avaient des iPhones il y a 10 ans, c'était des gens quand même de catégorie sociale moyenne ou supérieure, Ouais. en relation souvent avec la communication, etc. C'était des early adopteurs de la technologie. Donc, c'est vrai qu'Instagram, au début, c'était top parce qu'on était, on va dire, des trentenaires aisés, on va dire. Donc, des gens aussi avec un niveau culturel assez sympa, machin, assez créatif. Donc, c'était très sympa Instagram. C'est vrai qu'après, donc juste avant l'achat d'Instagram, Instagram a lancé stratégiquement Android et ça a explosé. Tout de suite, tous les jeunes, beaucoup plus jeunes, toutes les classes d'âge sont rentrées sur Instagram. Ça a fait un boom et Mark Zuckerberg a dû avoir peur que Google ou Twitter, qui était derrière la possibilité d'acheter Instagram, il s'est dit, je vais perdre des millions en bourse si
si je n'achète pas stratégiquement Instagram. Donc, il a racheté Instagram et c'est vrai qu'à partir de là, on va dire qu'il y a eu une phase 2012-2015, 2012-2016, on va dire, où Instagram a été tout de suite déménagé, tout de suite le siège a déménagé chez Facebook et malgré tout, Kevin et Mikey, qui étaient les fondateurs, ont réussi à rester indépendants, on va dire entre guillemets. Ils continuaient à développer Instagram, pépère. C'est vrai que nous, les utilisateurs, souvent on disait ouais, mais ça devrait se développer plus vite. Il n'y a pas encore les favoris sur Instagram, il n'y a pas le direct message. Il y a certaines choses qui ont tardé pas mal de temps. Le vidéo n'est pas arrivé, je crois, jusqu'en 2016, si je crois me souvenir. Donc ça a tardé ça a pas mal tardé quand même. Ça prenait du temps, ils prenaient leur temps. Et c'est vrai que je me souviens très bien de Mikey et de Kevin, et à travers aussi le community manager avec qui j'avais le plus de relations, avec Josh, le numéro 3 de la boîte. C'est vrai qu'ils faisaient très attention à ce qu'ils faisaient. Quand ils lançaient quelque chose, ils avaient peur que la communauté n'apprécie pas, que les gens partent vers d'autres concurrents. Donc ils étaient très, très, on va dire, beaucoup plus soft que Mark Zuckerberg qui ensuite a commencé, on s'est rendu compte qu'il a commencé à prendre les rênes. Il a commencé à mettre de la pub, il a commencé à vouloir qu'Instagram se ressemble à Facebook, il a voulu que Facebook se ressemble de plus en plus à Instagram. Je mets des stories qui marchaient bien, qui commençent à marcher bien, je les mets sur Facebook, je les mets sur WhatsApp. Je commence à mélanger un peu les trois marques, les 4 plateformes que j'ai. Et donc, à partir de là, c'est vrai que j'ai commencé, surtout le plus gros choc, je pense qu'on a eu les utilisateurs, ça n'a même pas été la pub qui a commencé à apparaître, mais on commence à comprendre qu'il fallait qu'il y ait de la pub. Je crois que le plus gros choc, ça a été surtout pour les utilisateurs, ça a été l'algorithme. Quand Instagram, quand Facebook a voulu implanter sa stratégie, la même stratégie que Facebook d'ailleurs, qui a des années avant, qui avait commencé à dire je te montrerai plus tous les contenus, mais je te montrerai que ce qui réellement t'intéresse, qui était vraiment, c'était une façon vraiment diplomatique de dire on va vous montrer ce qu'on veut et on va commencer à gérer nous les intérêts des gens et pouvoir placer notre pub là-dedans. Bah écoute, c'est là qu'on a commencé, je crois, les utilisateurs à être un peu de plus en plus perdus. Parce que avant ces fameux algorithmes, on voyait régulièrement nos amis à la même heure le soir. Il y avait des communautés, des amis qui s'écrivaient. Voilà, quoi. Il y avait des amitiés qui se créaient autour de certains intérêts, certaines heures. Et là, à partir de l'algorithme, on a commencé à perdre la visibilité qu'on veut vraiment voir. Et c'est vrai que ça a un petit peu détruit cet aspect communautaire qu'il y avait avant. Donc nous, on essaye à travers Instagrammeur justement de garder la cohésion de tous ces amis qui continuent à se voir, on va dire dans des événements concrets, etc. Mais c'est vrai que la partie communautaire, même si Facebook et Instagram à une époque disaient ouais, community first, on appuie les communautés, ça a duré 1 an ou 2 ans et je pense qu'il y a un jour où Mark Zuckerberg a dit bon allez, on va liquider les community managers d'Instagram parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'avoir du trafic, c'est de faire de l'entertainment et la communauté, c'est pas un vecteur d'income, quoi, de revenus. Oui, clairement. Donc voilà un petit peu moi la vision que j'ai, c'est que Instagram a commencé dès que 2016, dès que Mark Zuckerberg a commencé à mettre la main dessus, ça s'est développé de plus en plus. Il a commencé à développer un maximum de trucs. D'ailleurs, les stories pour contre-attaquer Snapchat. Il a sorti le live pour contre-attaquer Periscope. Il a sorti IGTV pour essayer de prendre un peu de la part du gâteau de YouTube, dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 1 an et quelques maintenant, les fondateurs d'Instagram ont quitté le bateau. Ah, complètement, d'accord. Oui, les fondateurs, déjà, l'équipe initiale que Josh, le community manager, ou Bailey Helen, qui était la seconde community manager qui était venue après, les gens ont commencé à partir. Et oui, je crois qu'il y a, je ne sais plus, s'il y a 6 mois, 8 mois, je ne sais plus que les 2 fondateurs sont partis. Et là, à partir de là, pour moi, là, peut-être pas pour le reste du public qui n'est peut-être pas autant au courant de la vie interne d'Instagram, mais pour moi, ça a été un moment important parce que ça veut dire que quand les fondateurs partent,
il y a un petit peu de l'essence d'Instagram qui disparaît aussi. Et voilà, aujourd'hui, Instagram, c'est une app de divertissement. Et puis voilà, quoi. Donc, pour faire du trafic et pour faire du mouvement, pour qu'on fasse de la pub dessus, quoi. Voilà. Ouais, clairement, clairement. Et c'est très intéressant ce que tu dis sur le fait qu'en fait, sans chercher à faire du business, tu as créé un peu une espèce de concept hybride. Tu as hybridé Meetup avec Instagram, en fait. Voilà. À l'époque, d'ailleurs, Instagram, ils avaient vu que mon concept marchait bien et que ça a commencé à marcher quand je devais avoir 30 ou 40 communautés. Instagram avait créé une sorte de meet-up Instagram. Mais en fait, je savais que ça allait foirer leur truc parce qu'en fait, meet-up, pour que tu fasses un meet-up à Londres, il y avait quelqu'un qui arrivait le premier qui disait « Ah, je veux faire un meet-up » et Instagram, automatiquement, il disait « Ah, bah, tu es le responsable. » Mais toi, tu n'avais peut-être pas envie d'être le responsable du meet-up. Ah Toi, bah tu oui. voulais être meet-up. Et alors, donc, ça, je savais que ça allait foirer parce qu'il fallait que ce soit des gens qui soient un minimum intéressés par le fait de monter une communauté. D'accord? Donc, c'est pour ça que notre communauté a perduré plus que leur meet-up qui est tombé, qui a coulé après. C'est que nous, c'était simplement basé sur le fait que quelqu'un au niveau local voulait être on va dire, l'evangelizer d'Instagram avec un logo, avec quelque chose qui était cohérent dans tous les pays, qui était la marque Instagrammers. Donc voilà, oui, d'une certaine façon, sans le vouloir, j'ai fait une sorte de communauté open source qui n'était pas appuyée par Instagram, ni économiquement, ni d'aucune façon d'ailleurs. Et en fait, oui, ils se sont rendus compte à un moment que notre communauté avait plus de 500 groupes dans le monde. Ils ne pouvaient pas nous éviter. Souvent, quand ils devaient mettre en avant des communautés, et c'était des communautés de Digers, d'Instagrammers, mais ils n'ont jamais voulu intégrer ça. Parce que moi, il y a eu un moment où j'ai pensé, peut-être qu'ils vont vouloir intégrer Instagrammers d'une façon. Ils n'ont jamais voulu, parce qu'ils se demandaient probablement, ce type-là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut gagner du fric, ou alors un jour, il veut nous monter une crise sociale sur Instagram. Je pense qu'ils ne savaient pas trop. Ils Ouais, avaient un petit peu. il savait pas trop comment te prendre, ouais. Ouais, il savait pas trop si j'allais vouloir négocier ou machin. Bon, enfin, ça n'a jamais été le cas et donc du coup, après, on est resté dans une entente cordiale. Ouais. Ouais, mais comme tu disais au début, c'était un petit peu des gamins, quoi. Ils n'avaient pas l'expérience et j'ai l'impression, dans la façon dont tu décris ça, qu'ils n'avaient pas vraiment de projet et qu'ils se sont fait un peu manger par Zuckerberg, quoi. Bah écoute, oui, voilà, une fois moi je pense que leur truc a cartonné, eux ils étaient très contents et ils étaient très contents de voir que leur app devenait, c'est marrant, mais au début, si tu veux, moi je me souviens très bien quand j'ai commencé sur Instagram, il n'y avait pas une célébrité sur Instagram. Le premier, ça avait été Snoop Dogg, le rappeur. Et Allez! c'est on disait tous, ouais, il y a Snoop Dogg sur Instagram, tu vois, mais il y avait une célébrité quoi, sur Ah, Instagram. il a eu le nez creux, hein, pour le coup. Voilà, donc c'était marrant. Donc c'était la première boîte qui avait commencé à faire vraiment les choses très bien, comme d'habitude, c'était Starbucks, qui avait répliqué leur propre stratégie de Twitter. Ils avaient dit si sur Twitter ça a marché, on va faire la même chose sur Instagram. On va dire mets une photo sur Instagram avec un verre, avec une tasse de Starbucks, et tu as le deuxième café gratuit. Et moi je me souviens, c'était les premiers mois d'Instagram. Je dis mais les Américains, mais ils sont malades, ils mettent que des tasses de Starbucks sur Instagram. En fait, c'est qu'il y avait un concours aux États-Unis. Si tu rentrais dans un Starbucks, il y avait ça. Ah, Et c'était donc, super malin, ça. Starbucks étaient les premiers à avoir atteint 1 million de followers très vite, on va dire. Au bout d'un an, je pense qu'ils avaient déjà 1 million. Burberry's aussi avaient fait très bien leur devoir. Ils avaient commencé très tôt. Et donc, célébrité, c'est marrant. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris, je sais pas si par exemple, après, comment il s'appelle, Justin Bieber, il a dû rentrer, je sais pas, il a dû commencer en 2012, on va dire 1 an et demi après. Et c'est rigolo, c'est que le jour où Justin Bieber il a ouvert son compte, Instagram est tombé. Il a bloqué les serveurs d'Instagram. Ah ouais. Ouais, c'était marrant, c'est des anecdotes rigolotes. Donc, c'est ça. Au début, Instagram, c'était un lieu où il n'y avait pas de célébrité. Nous, bien sûr, on applaudissait comme utilisateurs. On applaudissait quand il y avait une nouvelle célébrité, où il y avait une nouvelle marque qui arrivait, parce que c'était génial, bienvenue à notre communauté. Ouais, c'est pas comme Twitter, c'est un endroit où il n'y avait pas autant de pubs. Donc, si on avait une marque, on trouvait ça sympa, etc. Aujourd'hui, bien sûr, ça a changé. Ah oui, complètement, complètement. Qu'est-ce que tu penses justement du fait que, c'est peut-être ma vision, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que Instagram, c'est devenu le réseau social par excellence pour les influenceuses. J'ai remarqué, je pense notamment à la numéro 1
française. Léa, lui, tu la connais peut-être, à 10,5 millions de followers. Oui. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ce côté très, très orienté l'image, notamment du corps? Bah écoute, je pense qu'Instagram, en parallèle au fait que c'est devenu le réseau social qui, je pense, a été Je pense qu'il y a eu un avant, comme on dit, un avant et un après Instagram. C'est-à-dire, moi, j'ai bien connu l'époque des premiers blogs, etc., puisque j'ai commencé en l'an 2000. Donc, j'ai connu les premiers blogs, les premiers chats, toutes les premières plateformes, les forums, tout ça. Et c'est marrant. Et aussi, les premières, les matchs au début, tu sais, les premières apps pour se connaître qui n'étaient pas des apps, c'était des webs, non? Et ce qui est mythique, etc. Et c'est rigolo parce que c'est ce que je dis souvent dans mes conférences, c'est que Instagram a complètement cassé certaines barrières. La première, ça a été, on va dire, le niveau de censure. C'est-à-dire, moi, je me souviens très bien de Match et Mythique parce que je m'occupais de cette partnership chez Orange. Les filles, en particulier, elles faisaient quand même attention au type de photos qu'elles partageaient. C'était assez, on va dire, c'était assez réservé. Ouais. Tu vois, c'était assez pudique, c'était bon. Je mets une photo avec des lunettes même, tu vois, pour pas qu'on me reconnaisse trop. Voilà, ma petite chemisette, ma petite robe, et puis voilà. Et quand il y a eu Instagram, il y a eu une sorte d'escalade ou de chute de la censure, tu vois, je pense qui a été provoquée aussi de certaines façons par les artistes, d'accord, par les leaders d'opinion, qui ont commencé à être de plus en plus sexistes sur leur feed. Les petites jeunes qui veulent répliquer ce que fait Selena Gomez ou ce que fait Beyoncé ou va savoir commence à se dénuder aussi et ça devient comme une escalade, tu vois. Ouais, exactement. Et parce que j'ai vu ça après, moi, changer aussi sur les réseaux sociaux de relations, c'est qu'aujourd'hui, le niveau de censure, il n'y a plus de niveau de censure pratiquement, d'accord? La censure, c'est probablement souvent l'application elle-même qui élimine ta photo. C'est plus les gens qui rejettent un peu un contenu, c'est l'application qui dit là, tu es allé trop loin, d'accord? Donc ça, c'est un des premiers trucs que je pense que j'ai détecté très vite, c'est que la censure est en train de changer et le culte du corps, bien sûr, le boom du selfie, qui en fait le boom du selfie, tout le monde dit ah le selfie, une nouvelle mode, etc. Le selfie, il y a eu deux choses qui ont été très importantes et que les gens souvent oublient d'analyser. C'est que le premier, à part le stick de selfie qui effectivement fut important, je pense que le premier vecteur d'explosion du selfie, c'est que les gens sur Instagram au début ils n'osaient pas se montrer, ils savaient pas trop à quoi servait Instagram, donc ils mettaient des photos plutôt de villes, des street photos, des trucs foodie, mais les gens ne savent pas trop comment se montrer. Le jour où quelqu'un soudain commence à utiliser le terme selfie, ah bah tiens, c'est une bonne excuse pour mettre une photo de moi. Et là, ça devient le boom. Les week-ends, les garçons et les filles commencent à mettre leur outfit devant la glace avant de sortir, en vacances, torse nu, au gymnase, ça part complètement en vrille. Et en parallèle à ça, le selfie, les gens aussi oublient une chose, c'est que le selfie est la plus grande démonstration du fait que quelque chose arrive. Non, je tombe sur Zidane, je veux une photo avec Zidane. Pourquoi? Parce que ça va crédibiliser le fait que j'étais avec Zidane. C'est pas je raconte à des amis j'étais avec Zidane, c'est je suis avec lui, j'ai des preuves, tu vois. Donc, la vie est devenue, comme on disait, Saint Thomas, c'était je ne crois que ce que je vois. Je dis souvent que Saint Thomas était le patron, était le saint de tous les selfies. Et donc en fait, en parallèle à ta question, aujourd'hui, le culte du corps est très important. Et c'est vrai, sur Instagram, avec les célébrités, on a une relation différente de celle de Twitter. On a eu tout de suite l'impression sur Instagram qu'on était un ami intime de la célébrité en question. Parce que la célébrité nous montrait ses moments les plus intimes, nous racontait un peu tout ce qui était un peu exclusif, ce qu'il ne faisait pas sur Twitter. Et donc, on a eu tout de suite la sensation quand une célébrité partage quelque chose avec nous, c'est avec moi, tu vois. Et donc, je pense que ça, c'est ce qui a développé un peu le fait qu'on soit à des numéros, à des chiffres de ce niveau. C'est comme en Espagne, on a Ursulolita, qui est l'actrice de, tu sais, La Casa de Papel, qui est l'actrice aujourd'hui la plus suivie dans le monde, avec le carton de La Casa de Papel, qui est l'actrice qui est Tokyo dans la série. Elle a des millions de followers dans tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a ce côté marrant, elle raconte sa vie,
sexy, très attirante, machin. Et voilà quoi. Et donc le boom des influenceurs, eh ben, écoute, c'est très simple à résumer. Finalement, tu crois beaucoup plus en ce que te raconte un ami, quelqu'un de proche, que la publicité. Donc automatiquement, tu vas être beaucoup plus, tu vas être beaucoup plus inspiré par le fait qu'une influenceuse partage quelque chose que voir quelque chose à la télé. Donc voilà. Ok. Et donc toi, tu disais tout à l'heure que tu étais un passionné justement d'Instagram, tout ça. Mais est-ce que tu étais, quand tu as débuté Instagram, tu faisais déjà de la photo en amateur? C'était déjà une passion pour toi? Écoute, moi j'ai eu toujours une vie très créative. Je pense que mes premières photos, là je regardais d'ailleurs mon premier reflet dans l'eau, parce que le reflet c'est une des photos les plus habituelles, et le selfie aussi dans le miroir. Et j'ai vu mon premier selfie, je pense dans un miroir, il y a plus de 35 ou 36 ans, tu vois. Ça m'a fait drôle de me dire, il y a 36 ans, je me faisais des photos mode selfie chez moi, sans savoir qu'un jour le selfie allait devenir quelque chose d'aussi universel. Les reflets dans l'eau, exact, la même chose. J'ai dû prendre mon premier reflet dans l'eau avec ça devait être probablement une Minolta. À l'époque, c'était en papier, tu vois, tirage papier. Et c'est rigolo parce que bon, j'ai toujours aimé beaucoup l'image. Et à l'IUT de Paris, où j'ai étudié, avenue de Versailles, ou après à Subdeco, à l'école de commerce à Lille, j'ai toujours été le photographe des associations. J'allais dans toutes D'accord. les fêtes des assos, je faisais toutes les photos. Et je faisais le yearbook. Donc c'est marrant parce que à l'époque, je faisais un peu ce Facebook en papier qui était l'annuaire des étudiants avec toutes leurs photos. Je m'occupais de récupérer toutes les photos de tout le monde. Je faisais la maquettation à la main. Je découpais les photos. Je faisais ma maquettation et j'envoyais ça imprimé pour vendre ça après à tous les étudiants. Et c'est rigolo comme quoi après le passé te rattrape, parce que plus de 20 ans après, tout d'un coup, il y a cette application, on peut dire d'autant de Facebook qui était en fait un yearbook digital, comme Instagram est devenu en fait la suite normale de ma vie. C'est vrai que ce qui s'est passé aussi, c'est que j'avais eu une époque dans le fin des années 90 où j'avais eu un petit ras-le-bol de la photo papier, et j'avais la typique Canon, voilà, j'étais parti en Afrique faire des photos, etc. Et j'ai eu un moment où j'en avais ras-le-bol de transporter des appareils photo de par leur dimension, etc. Et quand la photographie mobile a débarqué dans ma vie, je pense à travers le iPhone, j'ai repris goût à la photographie parce que c'était plus un poids sur moi. J'avais mon appareil sur moi et je dis ouais, tiens, cette photo est jolie. Et c'est là que tout a repris. Et c'est curieux comme aujourd'hui je suis ambassadeur de Leica en Espagne, de la marque Leica, et ça m'oblige à revenir à la photo, on va dire on va dire un peu plus pro, quoi. Ah ouais, ok. Oui. Ok, cool. Et qu'est-ce que tu penses des éventuels concurrents de Instagram, genre Snapchat et TikTok? Écoute, aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'Instagram a un grave problème, que ça voudrait dire qu'il y a eu quelque chose qui va pouvoir remplacer Instagram. Je pense que c'est un peu dans notre ère qu'en général, les réseaux sociaux ont tendance à être mortels. Tu vois, moi, je crois, j'ai une de mes théories dans mes bouquins. En général, je pars toujours du fait que les marques deviendront de plus en plus des marques qui auront une durée de vie limitée, d'accord? Et que les marques, on créera même des marques qui seront mortelles, Ok. qui dureront 4-5 ans. Et puis quand je vois les réseaux sociaux, c'est un peu ce qui leur arrive, c'est que les cycles des réseaux sociaux sont relativement courts. 10, 12 ans, 14 ans, on voit ce qui s'est passé avec MySpace, par exemple, Ok. les codes de Google, etc. Et en Mais fait, attends, juste, après je t'interromps plus, mais juste Facebook, c'est un peu le contre-exemple. non, pas du tout. Bah, ça fait longtemps qu'on dit qu'ils vont mourir, ils sont toujours pas morts. Oui, ils sont toujours pas morts, mais quand même, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Mark Zuckerberg, quand il annonce des chiffres de 2300 millions, 2400 millions, 2500 millions d'utilisateurs? C'est qu'aujourd'hui, il a en fait acheté WhatsApp à un moment crucial pour lui dans son développement, et Ouais. après, il a acheté Instagram dans un moment aussi crucial pour lui, parce que s'il avait perdu Instagram, il aurait tout perdu. Ah oui, ça on est Mais d'accord. Ça on est d'accord. d'accord. Mais Facebook, aujourd'hui, il y a un grave problème, c'est que c'est devenu le réseau social des parents. D'accord? Donc, il a un problème de relève générationnelle. Tu vois, de Oui, relève générationnelle. Donc, en ouais. fait, il a un nombre les millions d'utilisateurs, il est stable, on va dire. Je crois qu'en Espagne, par exemple, on a perdu, je ne sais pas s'il y a eu 1 million de moins d'utilisateurs
d'utilisateurs l'année dernière. Dans le monde, il y a eu une chute il y a à peu près 2 ans que lui, il a essayé un peu de mitiger en disant oui, mais on a grandi sur WhatsApp et sur Instagram. Et pour moi, il y a une tendance qui va être très difficile d'arrêter, vraiment de stopper, c'est que Facebook, ça devient le réseau social des parents. Les gens qui sont dans la trentaine, tu demandes à tes amis, je le fais souvent en conférence, j'ai un amphithéâtre avec 200 personnes, je dis qui ces 2 dernières années a cessé de rentrer sur Facebook de façon habituelle, et tu as 90% de l'amphithéâtre qui lève la main, ou 95%. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, d'ailleurs, je n'utilise quasiment plus jamais Facebook, mais le fait justement. Donc, c'est le début de la fin. Ça ne veut pas dire que ça soit la fin, mais ça veut dire que c'est le début de la fin. Pourquoi ? Parce que les jeunes aujourd'hui commencent sont plus sur Instagram, c'est sûr. Et donc, Facebook, on sent déjà des premiers signes, on va dire, ils ont des problèmes ils ne croisent plus en utilisateurs. Ils ont beaucoup moins de sessions, d'accord, et beaucoup moins de temps, de minutes par utilisateur passé sur l'application. Donc ça, c'est la première chute. Et c'est grave parce que c'est où ils ont quand même le plus gros chiffre d'affaires, c'est quand même Facebook aujourd'hui, d'accord ? Et Instagram aujourd'hui marche très bien, continue à grandir, mais c'est curieux, ça fait quand même plus de 6 mois, je pense, ou 8 mois qu'on n'a pas de nouvelles d'Instagram. Avant, non, même plus de 6 mois, ça doit faire 1 an déjà qu'on n'a pas de nouvelles d'Instagram sur leur chiffre de croissance. Avant, Instagram, tous les 5-6 mois, annonçait 100 millions de plus d'utilisateurs, d'accord ? Et là, on n'a pas de nouvelles d'Instagram officielles depuis 1 an. Je pense qu'on n'a plus de nouvelles d'Instagram qui annonce 1100 millions. Donc, c'est peut-être une volonté de cacher les chiffres vis-à-vis de TikTok qui est en train de grossir à une vitesse incroyable, d'accord ? Snapchat et Twitter, bon, on n'en parle plus. Twitter, ils sont en stable, voire régression, mais on va dire qu'ils ont été même sauvés par des gens comme Trump, d'accord ? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais Twitter, c'est devenu l'appli à clash, quoi. Ça va revenir, pour Twitter, ça va peut-être revenir à ses origines. C'est que Twitter était un endroit où tu allais pour trouver de l'information minute à minute, tu vois, et une méthode d'information. Tout ce qui était un peu délire, etc., c'est partir sur Instagram et sur YouTube. Et Twitter était en stagnation, je ne sais plus, sur 300, 310, par là. Ils sont restés bloqués. Là, ils ne croissent plus. Ils sont là. Je pense qu'ils vont essayer de faire des choses, mais ils ne bougent plus. Snapchat, ils étaient en plein développement quand Instagram a lancé les stories, et ils ont eu les ailes coupées. Puis à peu près 2 ans, ils sont restés aussi à 300, je crois que ça doit être à 320 maintenant, quelque chose comme ça. Ils ont monté légèrement l'année dernière, et le succès de Snapchat aujourd'hui est sur le fait qu'ils sont encore innovateurs par rapport à Instagram en filtre. Donc, je connais beaucoup de gens qui ont leur Snapchat pour créer des filtres, d'accord ? Ils partagent sur Instagram, mais c'est sur Snapchat, mais c'est surtout pour avoir une story marrante à après mettre sur Instagram, d'accord ? Ouais, ok. Snapchat, aujourd'hui, je pense que Instagram leur a coupé l'herbe sous le pied il y a 2 ans, et je vois très difficile que Snapchat reparte, d'accord ? On va dire de façon de booster vraiment, de façon à faire peur à Facebook. Mais celui qui vraiment fait peur aujourd'hui à Facebook, c'est TikTok. Parce que TikTok, premièrement, c'est chinois, donc c'est impossible pour Mark Zuckerberg de l'acheter. De les racheter, ouais. Voilà, ça c'est la première chose. Et ils sont en plein dans le mood actuel. C'est-à-dire, on va vers des contenus de plus en plus courts, on va de plus en plus vers la surprise, le truc marrant, le truc qui se lit pas, le truc rapide à consommer. Tu peux commencer maintenant, t'arrêtes, tu reprends ça dans 3 minutes, ce que font tous les adolescents. Ouais, et surtout aussi la possibilité, je trouve que TikTok, ce que ça a de plus, on va dire de puissant par rapport à Instagram, c'est qu'aujourd'hui TikTok c'est redevenu l'espoir pour des millions de jeunes de faire une connerie, de la mettre sur TikTok et de devenir mondialement connu en quelques heures, tu vois ? ouais, je vois, le potentiel viral est énorme, quoi. Voilà, Instagram n'a jamais eu cette viralité qu'a eu Twitter, parce que c'est vrai que c'est difficile de viraliser un contenu d'Instagram. C'est-à-dire que tu es obligé de faire un snapshot, tu vois, il faut que tu un screenshot, pardon, tu fasses un screenshot une capture d'écran, que tu la republies, alors que Twitter c'était facile, tu faisais retweet, allez dehors. Ouais, c'est ça.
Et aujourd'hui, TikTok, ce qu'ils ont fait très bien, c'est qu'ils l'ont tout de suite développé pour faciliter la viralisation même sur WhatsApp, tu vois. Donc, TikTok, ils ne se sont pas dit, ah non, WhatsApp, c'est à la concurrence, on ne va pas partager sur WhatsApp. Au contraire, ils ont dit, D'ailleurs, mais même, je crois que tu peux se partager des TikTok sur Instagram aussi. tout à fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que eux, ils ont été complètement différents à ce qu'avait fait une époque Twitter. Je pense qu'ils s'étaient trompés gravement. Twitter, à un moment, quand ils ont vu que 60% des photos qui commençaient à se partager sur Twitter étaient des photos d'Instagram, ils ont bloqué le partage. Au moins la preview. Tu vois, la photo en preview qui sortait Ouais, sur ils étaient en mode jaloux, quoi. voilà. Ils ont dit non, on ne va pas leur laisser se développer. Et finalement, ça a été la mort de Twitter. Parce que probablement, je pense qu'ils ont fait 2 erreurs. C'est couper ça et deuxièmement, pas acheter Instagram à temps. Mais bon. Donc aujourd'hui, qui peut être le gros concurrent d'Instagram? Je pense que le plus gros concurrent aujourd'hui, c'est d'un côté, c'est TikTok. Et n'oublions pas, dans l'ombre, Google et YouTube sont en train de cartonner. C'est-à-dire, quand je te parlais tout à l'heure de cycle de vie et de mort et la mort de réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui ne vieillit pas, c'est YouTube. Ah oui, ça c'est vrai. Incroyable. Ça continue à augmenter, ça augmente tous les jours. Et à mon avis, ça va continuer encore pendant longtemps. Ouais. Tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est du vidéo, c'est simple, on ne veut plus lire. C'est YouTube depuis très longtemps. Et puis surtout, c'est que c'est intergénérationnel. Tu trouves pour toutes les générations. Exactement. En fait. C'est le mix de la recherche de Google qui te permet de chercher une réponse à tout. Et de l'autre côté, YouTube te permet aussi de voir les choses. On ne veut plus lire. On est fatigué, on est feignant, on fait du multitasking et ça nous permet de voir ce qu'on veut à la demande. Donc, c'est marrant, mais YouTube on fait moins de bruit. On en entend moins parler sur les marchés. Ils ne sont pas en train de dire « Waouh, YouTube lance une nouvelle… » Non, moins. Mais par contre, si tu regardes les chiffres de consommation… Ah oui, c'est énorme. Ça continue à augmenter. Et les jeunes, il n'y a pas eu de perte générationnelle de « Ah non, les jeunes maintenant partent de Facebook sur Instagram. » Non, ils restent sur YouTube, qui est devenu le territoire des gamers, d'accord? Ouais. C'est vrai qu'il y a eu ce Twitch là, qui est aussi à la mode pour les gamers. Ça pourrait être aussi quelque chose qui fasse l'application qui est un réseau social en fait pour partager des vidéos entre gamers, la Twitch, qui cartonne. Bon, c'est vraiment un segment spécifique, mais c'est un gros segment, c'est clair, mais c'est un segment spécifique. Ouais. Voilà, mais il faut rappeler que dans les 20 premiers YouTube channels, je crois qu'il y en avait 15. Ouais, c'est des gamers, pas mal de gamers. C'est des gamers. Donc là, je pense qu'il va y avoir. Aujourd'hui, Instagram n'a pas, on va dire, de concurrence spécifique qui fasse dans tous les âges en plus. Donc ça, c'est une certaine, on va dire, c'est un atout. C'est qu'aujourd'hui, les TikTokers sont plutôt jeunes. Même s'il commence à y avoir des gens plus âgés, mais c'est 90%, c'est quand même des gens très jeunes. Donc c'est le problème pour Zuckerberg, ça va être dans 5 ans. Ces jeunes-là, ils seront où? Ils seront peut-être sur TikTok, mais ils ne seront pas sur Instagram ni Facebook parce qu'ils ont commencé sur TikTok et c'est ce qu'ils comprennent. Ils trouvent Facebook, ils trouvent Instagram trop compliqué, les jeunes aujourd'hui. Ils veulent quelque chose de très simple. Ils veulent, je partage une vidéo, je mets une animation dessus, un sticker, de la musique et puis c'est bon, quoi. Je n'ai pas trop le temps de raconter ma vie. Voilà. Donc, je pense que l'atout qu'a encore Instagram, c'est que toute cette génération, on va dire 30, 28 et au-delà, s'ils sont sur Instagram, je ne vois pas de concurrents aujourd'hui qui puissent leur grappiller des utilisateurs dans le monde adulte. Ça veut pas dire que demain, il y en a qui commencent à aller sur YouTube ou qu'il y ait quelqu'un qui naisse qui sorte de l'ombre. Qui sort de nulle part, quoi. Un nouveau challenger, Un nouveau challenger. Moi, je pense que quelque chose devrait arriver dans les 2-3 prochaines années. Il devrait apparaître un nouveau réseau social qui serait probablement plus simple, basé sur le vidéo, ou probablement revenir aussi sur une sorte de privacité aussi. Je pense que les gens vont avoir ras-le-bol de partager les gens dans tous les sens avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Et je me demande si Telegram pour être plus… Oui, mais c'est plus pour faire des groupes, c'est plus pour faire dans le WhatsApp, dans la communication. Je pense plus au fait de redevenir des content creators, mais pour les amis. Je ne sais pas si je m'explique. Ouais, tu veux dire en gros le genre Facebook des origines, YouTube des origines, quoi. Oui, ou voilà, de dire je vais faire quelque chose sur la
pêche et je veux uniquement que des gens qui suivent, qui veuillent savoir, qui veuillent s'informer sur la pêche dans ma communauté. Et à la limite, même, je vais les accepter parce que je veux pas avoir des followers bidons, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Revenir un peu, c'est ce que je disais, aux origines de Facebook pour le côté j'accepte ou je refuse ta demande d'avis. Voilà. Et Et avec ce que permet déjà les Instagram Pro. Hein. Oui, oui, voilà. Et donc, il y avait une app d'ailleurs, il y a quelques années, là, je me souviens plus du nom, qui avait été lancée où tu disais, je veux juste avoir, tu ne pouvais pas avoir plus de 50 amis sur la app. Ah non, j'ai pas entendu parler de ça là. Et, je m'étais créé un compte, c'était au tout début d'Instagram, il y avait une app et tu n'avais la possibilité d'avoir 50 amis. Et je me demande si il va pas y avoir ça un jour, tu vois. Et un retour aussi peut-être à ce que je dis aussi, la privacité, que les gens oublient un peu leur nom propre et Ouais, reviennent ouais, au qu'il mythe. soit anonyme, ouais, le retour au Voilà, à pseudonymat, ouais. l'anonyme. Hmm. Voilà, comme il y a aussi des apps, il y a des apps où tu es anonyme d'ailleurs. Oui, je Donc, crois qu'il y a un truc, c'est une app de messagerie où tu es totalement voilà. anonyme. Ouais. Ouais. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain status quo, mais Mark Zuckerberg, il a peur de TikTok. Ouais, c'est D'ailleurs, c'est sûr, pour c'est ça sûr. qu'il a lancé, tu sais, il n'y a pas longtemps, une nouvelle app qui te permet tu sais, de faire du lip dub et de la musique, etc., pour contrer TikTok. D'accord. Et TikTok, ils sont en connexion avec WeChat ou c'est indépendant? Je pense pas que non, ils sont pas de WeChat. Ça appartient à un groupe d'investisseurs et le fondateur en fait avait lancé un réseau social qui s'appelait YouTube, quelque chose comme ça. Je me souviens plus du nom exactement, mais en fait ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait développé donc son application et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il aurait besoin de la musique, etc. En fait, la boîte s'appelle ByteDance, la boîte D'accord. qui est là, d'accord. Dont moi, les derniers chiffres que j'ai lus, c'est que c'est aujourd'hui la start-up la plus successful, avec le plus de succès dans le monde. Elle a une valeur d'à peu près 78 000 millions de dollars. Ah ouais. La valorisation de ByteDance, qui est la propriétaire de TikTok. Donc en fait, apparemment, celui qui avait lancé, c'était une application qui s'appelait Douyin, d'accord. Et ce type-là, ce qu'il a fait avec ByteDance, ils ont racheté en fait Musical.ly, qui était l'application américaine qui te permettait en faire, tu sais, de faire un peu comme du karaoké. Ok. Tu vois. Et donc, il a racheté cette application américaine, je crois que pour 800 millions de dollars. Il a pris les utilisateurs et il a liquidé l'application, comme ça, tu vois. Et donc, TikTok, ça a été son premier grand boom, c'est que grâce à Musical.ly, il est rentré Philippe? déjà Musical.ly. Et il a très bien intégré tout ce système pour pour les jeunes adolescents je chante le dernier hit de Beyoncé, mais c'est moi qui danse et c'est comme si c'est moi qui chantais. Et ça cartonne chez les jeunes. Allô? Ok, ok. Voilà. Donc, c'est le gros concurrent, je pense, pour lui. Même si je pense que TikTok aura des problèmes. Il y a 500 millions d'utilisateurs déjà, TikTok. C'est gros. Hein. Ouais, ouais, c'est énorme. Ouais. C'est le gros truc. Et je te dis, j'ai vraiment mes doutes sur le fait que TikTok aujourd'hui arrive à grappiller des utilisateurs dans le monde 30 et plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, tu disais que 500 millions pour TikTok et que tu penses qu'ils auront du mal à convertir les trentenaires et plus, quoi. Voilà, moi c'est mon gros doute, c'est quand même TikTok, c'est une application qui demande à faire quand même pas mal l'abruti, on va dire, tu vois, à pas avoir trop de scrupules sur ta marque personnelle. Donc oui, il y aura des adultes qui le feront probablement, mais comme c'est des contenus qui sont assez courts, c'est des vidéos qui vont jusqu'à 1 minute, donc ça réduit le fait que ça puisse être des contenus plus longs, donc de peut-être plus d'intérêt, comme les tutoriels, etc. Donc ça va rester, je pense, une app de divertissement, de chercher l'effet surprise et l'effet viral. Ouais. C'est une app qui invite à entrer plusieurs fois, à utiliser plusieurs fois, à revenir plusieurs fois durant la journée et consommer des contenus. Donc c'est moins adulte, c'est plus pour des jeunes qui ont plus de temps, on va dire. Ouais, 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 sûr, sûr. Ok, c'est très intéressant tout ça. Moi, je dirais que pour compléter un petit peu ce que tu disais, ton analyse, c'est que
Ouais, tu as raison dans le sens où Facebook, ça devient le repère des boomers, on va dire. Tout à fait. Instagram, quelque part, c'est un peu le roi parce que c'est un peu le couteau suisse et il y a ce côté quand même vachement pratique où en 2 temps, 3 mouvements, tu peux te connecter. Je veux dire, notre interview en est la preuve, quoi. Je veux dire, Mhm. je veux dire, je prends un bouquin à la bibliothèque, je vois ton nom dedans, je vais sur Instagram, je me connecte avec toi et boum, on se retrouve là à discuter ensemble. Donc il y a ce côté quand même qui est super puissant d'un point de vue professionnel, relationnel, etc. Et YouTube qui reste le roi de la vidéo et qui le restera à mon avis puisqu'ils ont tellement de données aujourd'hui que c'est, je veux dire, de toute façon c'est Google quoi. C'est-à-dire c'est devenu le meilleur moteur de recherche YouTube quasiment, donc ça restera sur ça. Moi je dirais que l'étape d'après, et c'est pour ça que je pense que Zuckerberg en fait il a de bons jours devant lui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Facebook c'est le contre-exemple. Je parlais Facebook, pas le Facebook en tant que tel, juste l'application, mais plus le groupe Facebook en fait qui est énormément diversifié et le fait qu'ils retiennent Instagram et Tinder pour les applications, parce que tout à l'heure tu parlais de Match et de Mythique, c'était les pionniers, mais aujourd'hui c'est Tinder qui est devenu le leader sur ce marché-là et Tinder amène les gens sur Instagram en fait. Je ne sais pas si tu es allé récemment sur Tinder, mais aujourd'hui Tout à fait, quasiment tout à fait. quasiment toutes les nanas, elles mettent leur Instagram et en plus elles mettent dans leur bio je réponds jamais sur Tinder, venez me voir sur Instagram. Tout à fait. C'est moi j'ai l'impression que l'avenir ce serait une sorte que Instagram va fusionner en fait tous les contenus proposés par le groupe Facebook et va devenir son fer de lance en une sorte de méta app quoi Bah qui va écoute, tout c'est gérer. ce que fait déjà Mark Zuckerberg. D'une certaine façon, il a universalisé le Messenger. C'est-à-dire, il a créé son app de communication de Messenger qui aujourd'hui ressemble à WhatsApp et la messagerie d'Instagram est de plus en plus puissante. Tu peux envoyer des photos, tu peux envoyer des vidéos, tu peux envoyer des messages, tu peux créer des groupes. Moi, je pense que Mark Zuckerberg, il se rend compte de quelque chose, c'est que les réseaux sociaux peuvent changer, mais il y a quelque chose qui ne changera jamais, c'est que les gens auront besoin de contacter individuellement de façon par messagerie directe. Ouais. Tant que tu as l'outil de messagerie directe leader sur le marché, tu n'as pas à te préoccuper. C'est ça. Parce que tu as les données des gens, tu sais où ils sont, tu connais leurs nécessités, tu vois. Donc, moi, je pense que Mark Zuckerberg, je pense qu'il aura du mal, personnellement, un jour, à dire je change tout et tout sous la marque Instagram. Parce que c'est quand même son bébé, c'est quand même le nom de l'action en bourse. Ouais, il Donc, voudra garder Facebook jusqu'à la mort. Ouais. Ouais. et voilà, donc je pense qu'il va tout faire pour que Facebook, d'une façon ou une autre, continue sur le marché. Mais c'est vrai qu'il va avoir du mal avec tout ce qui se passe autour Ouais. pour sauvegarder Facebook. Facebook, je pense qu'il a quand même pas mal de beaux jours derrière parce qu'il y a pas mal d'utilisateurs de 30-40 ans qui l'utilisent beaucoup moins, mais qui resteront des utilisateurs. Ouais, et puis il y a les Mais boomers. Il y a les boomers, comme on disait tout à l'heure. Les boomers sont sur Facebook maintenant et voilà. ils vont pas bouger une fois qu'ils y Ben sont. voilà, puis c'est leur façon de communiquer avec la famille, de garder en contact avec des potes de l'étranger, etc. Mais c'est vrai qu'il c'est plus l'assiduité d'avant. Non, c'est sûr. Donc, Ouais, non, ouais, dans ce sens-là, je comprends ce que tu voulais dire en termes de cycle. Ouais, ouais, on est passé dans un autre cycle en fait. Ils sont pas morts au sens littéral, mais au sens voilà, qu'ils non, étaient à l'essence, ouais. sont là, mais le problème, c'est que effectivement, on y va beaucoup moins. Moi, j'y rentre, je rentre sur Facebook peut-être tous les 2-3 jours. Ah tiens, c'est l'anniversaire de Bidule, machin. Ah oui, bon voilà, bon anniversaire, mais c'est plus l'assiduité d'avant. Tu le vois quand tu parles, pour moi, ce qui est fou, ce qui est génial, c'est quand t'entends parler les gens autour d'une table, c'est pas la peine de faire des études de marché qui valent des millions de dollars. Tu t'assois à une table dans une cafétéria, d'un café, et t'entends les gens à côté de toi et t'écoutes une conversation. Il y a plusieurs années, c'était « Ouais, il m'a demandé sur Facebook, et ouais, il veut il veut être ami sur Facebook, il veut connecter sur Facebook. » T'entends plus jamais ça Non, dans un maintenant café. c'est toujours il m'a ajouté sur Instagram. Ouais, sur Instagram, ou « Ah ouais, les stories, les stories, les stories. » C'est ce que tu entends dans la rue. C'est ça. Ah, il a mis une story, il a mis une story. Donc, ça veut dire que tant que les gens diront ça, Mark Zuckerberg, il peut être tranquille. Ouais, c'est clair. Bah écoute, c'est super génial. Franchement, Philippe,
merci énormément. Hein. Pas de T'es vraiment souci. une mine d'or, mais c'est un truc de fou. Hein. Parce que dans son bouquin, elle parle de toi en disant, ouais, voilà, t'as créé ça et tout, etc. Mais je n'imaginais pas à quel point t'es un véritable influenceur de quasiment des fondateurs, quoi. Ouais. C'est énorme tout ce que tu as partagé généreusement avec nous. Donc les gens, likez à mort ce podcast, parce que franchement, c'est énorme ce qu'il nous a Bah, lâché écoute, Phil. Là, il nous a pas- lâché l'historique de Instagram vraiment de l'intérieur, quoi. C'est vraiment une pépite. C'est oui. énorme. Qu'est-ce que je veux dire? Les gens qui veulent entrer en contact avec toi, où est-ce qu'ils vont te Bah, contacter? écoute, moi, mon compte, c'est Phil, comme Philippe, Phil Gonzalez avec un Z à la fin. C'est un compte avec compte certifié. Donc, en général, c'est le premier qui apparaît. Ok. Et en général, sur Twitter. Et depuis 10 ans, je ne sais pas si heureusement ou malheureusement, je reçois tous les jours des messages du monde entier, des déboires des gens. Là, je viens de recevoir un message d'une boîte aujourd'hui qui n'arrive pas à voir ceci, d'autres qui ont des problèmes. Et j'essaye généralement de répondre à tout le monde. Hein. D'accord. Donc, Bah, déjà, je peux confirmer que voilà, moi, tu m'as voilà. répondu alors que j'avais juste 60 abonnés. Franchement, c'est super cool de ta part. Donc, Donc, si tu as besoin de quoi que ce soit, compte sur moi. Et rien, je te souhaite bonne chance avec ton projet. D'ailleurs, on m'a toujours poussé à me lancer dans le podcast ou le monde de YouTube. Mais malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas assez de temps à moi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me titille là depuis des années. ah Je me bah dis, il écoute, faudrait que je moi je fasse ce truc. t'invite tu vois, tu télécharges Zoom, tu vois, là, ce qu'on est en train Oui, d'utiliser. oui. Et quand tu discutes avec des potes, ou même si tu as envie de toi-même de te faire un soliloque, et ben voilà, tu enregistres le truc et boum, c'est fait. C'est vraiment assez rapide à Tout à fait. faire. Tout à fait. Il faudrait que j'essaye. Qu'est-ce que Faudrait je que veux dire? j'essaye. Est-ce que tu as un message particulier que tu veux partager? Bah écoute, mon message particulier, ça serait de remercier en particulier tous les managers, les managers, comme je dis, de tous les coins de France qui potentiellement vont pouvoir écouter cette conversation. Nous avons un réseau d'Instagrammeurs France, IGERS France, avec plus de 50 ou 60 localisations en France qui réunissent des Instagrammeurs qui font des actions culturelles, des expos, etc. Donc, je remercie toute la communauté. Et puis voilà, quoi. C'est eux qui font vraiment la force du projet derrière. Moi, j'étais à un moment donné le père spirituel, mais c'est eux aujourd'hui qui, tous les jours, animent le réseau dans tout le monde. Ok, bah écoute, le message est passé.